En Corée du Sud, des portails apparaissent de nulle part et des monstres en sortent. Pour lutter contre ce phénomène, des chasseurs s'entraînent chaque jour pour les combattre. Ils sont tous classés du rang E jusqu'au rang S. Sauf que contrairement aux shonen classiques, leur pouvoir n'évolue jamais. Si tu nais faible, tu le restes toute ta vie. Et c'est exactement le cas de notre protagoniste Sung Jin-woo, connu dans tout le pays comme le chasseur le plus faible de l'humanité. À tel point que quand les autres savent que Jin-woo participe à un raid, c'est probablement parce que le donjon à l'intérieur est facile. Mais malgré sa faiblesse, personne ne le déteste vraiment, parce que Jin-woo continue de risquer sa vie encore et encore pour sa famille. Son père a disparu et sa mère est hospitalisée. Le comble, c'est qu'il doit payer les études de sa petite sœur. Même s'il est presque incapable de se battre, il continue à persévérer. Lors d'un raid dans un donjon de bas niveau, Jin-woo entre avec une petite équipe. Et dès le début, ça tourne mal. Pendant le combat, il se fait presque tuer par un simple gobelin. Son arme se brise et il se fait poignarder au ventre. Jin-woo survit uniquement grâce à la soigneuse nommée Jui. Après plusieurs difficultés, ils finissent tous par vaincre le boss du donjon. Mais juste avant de partir, ils découvrent quelque chose de plutôt rare. Une entrée vers un double donjon. L'équipe vote pour savoir s'il continue ou non, car ça pourrait être dangereux. Jin-woo, désespéré pour plus d'argent, fait pencher la balance pour l'exploration. Ce choix va littéralement changer sa vie, mais on y reviendra. Après 40 minutes de marche dans un tunnel sombre, le groupe découvre une immense salle remplie de statues géantes avec une dominante au milieu. Puis les portes se referment brutalement derrière eux. Un des chasseurs panique et tente de s'enfuir, quand soudain une des statues se met à bouger. En une fraction de seconde, elle le tue avant de reprendre sa position. Le groupe terrifié comprend qu'ils sont piégés ici avec ces entités. Jui remarque quelque chose d'encore pire qui se produit. La gigantesque statue centrale est en train de les regarder. Au même moment, ses yeux commencent à briller. Un rayon lumineux gigantesque traverse la salle. Et plusieurs chasseurs se font instantanément réduire en cendres. Le groupe est complètement paralysé par la peur. Personne ne comprend ce qu'il se passe. Mais le vieux Shiyul remarque quelque chose. À chaque fois qu'il bouge, la gigantesque statue attaque. Il ordonne donc à tout le monde de rester immobile. Ça ne fait aucun doute, ce double donjon n'est pas du tout de leur niveau. Il est carrément estimé au rang S selon l'ancien. Autrement dit, ils n'ont quasiment aucune chance de survivre. Shiyul commence donc à relire les règles gravées dans la salle. Premièrement, adorer Dieu. Deuxièmement, louer Dieu. Troisièmement, prouver votre foi. Et là, Jin-woo comprend enfin. Le dieu dont parlent les règles, c'est la gigantesque statue au fond de la pièce. À ce moment-là, un chasseur paniqué tente de courir vers la sortie en se disant qu'il sera plus rapide. Mais un rayon lumineux traverse de nouveau la salle, et il se fait totalement désintégrer. Jin-woo commence peu à peu à comprendre les mécaniques du donjon. Il teste une théorie. Si la première règle est adorer Dieu, alors il faut probablement s'agenouiller. Dès qu'il se baisse, les yeux de la statue cessent de briller. Jin-woo hurle alors à tous les survivants de s'agenouiller immédiatement. Et ça fonctionne. Mais au même moment, le visage de la statue change. Elle commence à sourire de manière effrayante. Certains pensent que le danger est terminé et se relèvent. Mais c'est une grave erreur. La gigantesque statue se lève à son tour et commence à marcher vers eux. La deuxième règle devient alors évidente. Louer Dieu. Un chasseur tente alors de réciter des prières, mais ce n'est pas la bonne réponse. La statue l'écrase instantanément. Le groupe fuit dans la panique pendant que les autres statues commencent elles aussi à attaquer. Pendant qu'ils se font tuer, Jin-woo remarque un détail crucial. Les statues tenant des instruments de musique n'attaquent pas. Il comprend alors que pour louer Dieu, il faut activer la musique. Les survivants courent donc vers les statues musicales, et dès qu'ils s'approchent, elles commencent à jouer. La gigantesque statue s'arrête enfin, mais Jin-woo est grièvement blessé. Malgré tout, il continue de réfléchir. Puis un nouvel autel apparaît au centre de la salle, et Jin-woo comprend immédiatement. Le troisième commandement parle d'un sacrifice. Les survivants montent alors sur l'autel. Des flammes bleues apparaissent tout autour et la porte du donjon s'ouvre enfin. Mais c'est un piège, parce que dès qu'ils regardent ailleurs, les statues avancent. Quelqu'un doit donc constamment surveiller les monstres pour les empêcher de bouger. Le groupe panique à nouveau, et certains abandonnent et courent vers la sortie. Finalement, il ne reste plus que 3 personnes, mais Jui est incapable de marcher après avoir utilisé toute sa magie. Alors Jin-woo prend une décision. Il demande à Shiyul de partir avec elle. Pendant qu'il s'échappe à contre-cœur, Jin-woo reste seul face au statue, complètement mutilé et couvert de sang, et il le transperce encore et encore. Et alors qu'il est sur le point de mourir, une interface mystérieuse apparaît devant lui. Acceptez-vous de devenir un joueur? S'il refuse, son cœur s'arrêtera dans quelques secondes. Alors il accepte. Après les événements du double donjon, Jin-woo se réveille à l'hôpital. Et contre toute attente, son corps est totalement guéri. Même sa jambe arrachée a complètement repoussé. Au début, il croit que tout ce qu'il a vécu était un cauchemar, mais 2 inspecteurs de l'association des chasseurs viennent immédiatement l'interroger. Il lui explique qu'il est resté inconscient pendant 3 jours, puis il lui demande s'il a subi un second éveil. Dans ce monde, ce phénomène est un miracle. Un chasseur peut soudainement changer de rang et devenir plus puissant. L'homme nommé Jin-chul pense que Jin-woo est peut-être passé du rang E à A, voire peut-être S. Ils lui font alors passer un test de mana et pendant quelques secondes, il prie pour que ce soit le cas. Mais le résultat tombe et c'est carrément décevant. Il est considéré comme encore plus faible qu'avant. Mais quelque chose cloche, parce que Jin-woo voit une interface bleue apparaître devant lui. Personne d'autre ne semble la voir. Il comprend que ce donjon n'était pas une hallucination. Le système qu'il a ressuscité existe vraiment. Des messages apparaissent devant ses yeux comme dans un jeu vidéo. Le système lui explique qu'il va désormais l'aider à évoluer. Puis une nouvelle notification apparaît nommée quête quotidienne. Sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course. Jin-woo croit d'abord à une blague et ignore complètement la quête. Sauf que c'est une grave erreur. Pendant la nuit, il se réveille soudainement dans un désert gigantesque. Il se trouve dans la zone de pénalité. Et immédiatement, un mille-pattes géant commence à le poursuivre. Pendant 4 heures entières,
Jinwoo fuit pour survivre. Quand il revient enfin à l'hôpital, il réalise que le système ne rigole absolument pas, et s'il désobéit, il sera puni à nouveau. À partir de ce moment-là, Jinwoo commence son entraînement quotidien. Il découvre que chaque quête accomplie lui donne des récompenses, des statistiques, et surtout la possibilité de devenir plus fort, quelque chose qui est censé être impossible pour un chasseur. Un jour, le système lui donne une récompense spéciale, une clé mystérieuse. Cette clé ouvre un donjon caché dans une station de métro abandonnée, et malgré sa peur, Jinwoo décide d'y entrer seul. Mais dès qu'il franchit la porte, la sortie disparaît. Il se retrouve piégé dans une autre dimension sans équipe. Jinwoo se retrouve face à plusieurs gobelins, et juste au moment où il croit pouvoir souffler, un énorme loup au croc d'acier apparaît derrière lui. Son corps devient soudainement beaucoup plus rapide, et Jinwoo esquive l'attaque du monstre presque instinctivement. Quand il se défend, il envoie le loup valser contre un mur. Jinwoo réalise qu'il devient réellement plus fort grâce au système, mais il comprend aussi qu'à main nue, il ne gagnera jamais. Alors pendant qu'il fuit, il découvre qu'il possède un inventaire, et à l'intérieur, il retrouve une épée qui traînait par terre dans le double donjon. Il se retourne maintenant armé et passe à l'attaque. Il tue le premier loup, puis un deuxième, puis des dizaines d'autres. Et petit à petit, sa peur commence à disparaître. Évidemment, plus il combat, plus il devient fort. Jinwoo découvre quelque chose d'important. Les monstres ont des couleurs différentes. Quand ils sont blancs, cela veut dire qu'ils sont plus faibles que lui. Orange signifie qu'ils ont un niveau similaire. Et enfin rouge quand il est dépassé. Il découvre ensuite le boss du donjon, un gigantesque serpent bleu qui est affiché en rouge. Le combat devient rapidement insoutenable. Jinwoo attaque avec son épée, mais les écailles du serpent sont trop solides. Le monstre l'écrase contre les murs, le projette dans l'eau, lance même un wagon entier sur lui. Et malgré tout, Jinwoo refuse d'abandonner. Il se rappelle alors des paroles de Shiyul. Toute sa vie, on l'a appelé le chasseur le plus faible du monde. Son épée finit par casser complètement. Alors il change de stratégie. Il utilise directement sa force physique augmentée par le système. Couvert de sang, il saute sur le serpent et attrape son cou à main nue en serrant de toutes ses forces. Le serpent se débat violemment, mais Jinwoo ne lâche rien. Il finit par enfin broyer le monstre. Le donjon disparaît immédiatement et Jinwoo obtient sa première véritable arme en guise de récompense, la dague venimeuse de Kasaka. En sortant du métro, il découvre qu'un incident lié au donjon a eu lieu. Des monstres se sont échappés dans la ville. Des chasseurs de rang E et D tentent désespérément d'arrêter un énorme golem de pierre, mais ils sont totalement dépassés. Et parmi eux, Jui, encore plus traumatisé par le double donjon. Jinwoo, en regardant la créature, comprend qu'elle est bien plus faible que le serpent qu'il a affronté. Alors discrètement, il lance son épée brisée droit sur le golem. Elle traverse instantanément son œil et détruit sa défense. Les chasseurs finissent le monstre quelques secondes plus tard, mais personne ne comprend ce qui vient de se passer. Pendant ce temps, Jinwoo quitte les lieux en silence. Grâce aux entraînements imposés par le système, son corps se transforme complètement. Les infirmières de l'hôpital commencent même à le complimenter et sont intimidées en sa présence. Le lendemain, il est rentré à la maison. Jin-Ah, sa sœur, remarque elle aussi les changements de son frère. Et ce n'est que le début, car sa force augmente jour après jour. Mais malgré sa progression monstrueuse, aux yeux du monde, Jinwoo reste officiellement un simple rang E. Et ça l'arrange, parce qu'il ne veut surtout pas attirer l'attention tant qu'il ne comprend pas totalement ce qu'est le système. Puis la réalité le rattrape rapidement. Le propriétaire de son appartement l'appelle pour lui rappeler ses loyers impayés. Pas le choix, il va devoir se faire de l'argent. Et c'est là qu'il rejoint une nouvelle équipe dirigée par un certain Wang. Un chasseur qui paraît sympathique au premier abord, mais quand on regarde de plus près, quelque chose semble bizarre. Déjà, il n'y a aucun soigneur dans son équipe. Ensuite, les autres chasseurs se moquent ouvertement de Jinwoo en apprenant qu'il est un rang E. Puis il rencontre Jin-Oh, un jeune chasseur de rang D extrêmement bavard et couvert d'une armure hors de prix. Contrairement aux autres, il traite le protagoniste avec respect. Le groupe entre ensuite dans un donjon de rang C. Jinwoo sent quelque chose d'anormal dans l'atmosphère. Le donjon est vide, sans monstre ni lumière. À un croisement, Jinwoo sent soudainement une présence au-dessus d'eux, et immédiatement des insectes géants tombent du plafond. Le combat commence. L'équipe est bien coordonnée, et ses chasseurs savent ce qu'ils font. Jin-Oh survit principalement grâce à son armure extrêmement coûteuse. Mais malgré ça, Jinwoo sent toujours que quelque chose ne va pas. Après avoir avancé longtemps dans le donjon, le groupe découvre enfin la salle du boss. Et sur les murs, des dizaines de cristaux de mana brillent dans toute la pièce. Au centre, une gigantesque araignée dort profondément. Le capitaine ordonne alors à Jinwoo et Jin-Oh d'attendre pendant que le reste de l'équipe va chercher le matériel nécessaire. Mais soudain, une explosion retentit. L'entrée de la salle s'effondre, et Jinwoo comprend immédiatement la vérité. Depuis le début, ils étaient des sacrifices. L'équipe les a volontairement enfermés avec le boss pour servir d'appât pendant que récupère les cristaux. Jin-Oh panique complètement. Le protagoniste regarde l'énorme araignée et sort sa dague. Il dit à son ami de rester derrière lui pendant qu'il se bat. L'araignée charge brutalement. Jinwoo esquive au dernier moment et attaque avec sa lame venimeuse. Pendant le combat, il remarque quelque chose. Le poison ralentit progressivement le monstre. Il utilise alors sa vitesse pour harceler l'araignée sans arrêt. Le boss devient fou furieux. Jinwoo observe la scène en état de choc, car de son point de vue, l'homme qu'on appelait le chasseur le plus faible de l'humanité est littéralement en train de solo un boss de rang C. L'araignée tente une attaque finale. Jinwoo saute dans les airs et plante sa dague directement dans l'œil du monstre. Le boss s'effondre et c'est la victoire. Mais le vrai problème arrive ensuite. Wang et son équipe reviennent tranquillement récupérer les cristaux de mana, persuadés que les deux novices sont morts. Puis ils voient le cadavre du boss et ils s'attendaient à tout sauf ça. Ils deviennent d'un coup très hostiles parce qu'un témoin vivant devient un problème. Il ordonne alors à Jin-Oh de tuer Jinwoo, mais contre toute attente, malgré la peur, il refuse. Et c'est à ce moment précis que le système intervient. Une nouvelle quête apparaît devant le protagoniste, tuer les chasseurs hostiles. Avant même qu'il puisse réfléchir, un mage attaque Jinwoo par surprise et l'explose contre le mur. Alors qu'il
est au sol, toujours hésitant à l'idée de devoir prendre une vie humaine, une pensée lui traverse l'esprit. Depuis le début, ce monde fonctionne selon une seule règle, les faibles meurent tués par les plus forts. Il en a assez d'être la victime à chaque fois. Maintenant que le système veut faire de lui un survivant, il l'accepte pleinement et prend sa décision. S'il doit devenir un monstre pour survivre, alors il le fera. Le premier chasseur s'approche de lui avec arrogance, mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, Jinwoo le décapite froidement. Le groupe de Wang, choqué, comprend qu'ils ont sous-estimé le garçon. Un par un, il s'occupe de chacun des 6 membres de l'équipe, puis il ne reste plus que le capitaine Wang. Il lui supplie de l'épargner, mais bon, c'est trop tard pour lui. Le donjon commence alors à disparaître, et quand les deux garçons en ressortent, personne de l'extérieur ne comprend ce qui s'est passé à l'intérieur. Après les pertes de ce donjon, l'association des chasseurs commence enfin à comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal avec Sung Jinwoo, parce que sur les Wiz explorateurs, il fait partie des 2 survivants alors que c'est un rang E, le même homme qui avait déjà survécu au double donjon. Jin Chul commence alors à devenir méfiant, mais la situation devient encore plus grave lorsqu'il découvre l'identité d'un des morts, Wang Dong-suk, le grand frère du chasseur de rang S, Wang Dong-soo. Avant de reprendre la vidéo, pensez à vous abonner, on vise les 100K sur la chaîne, je sors beaucoup de vidéos dans ce style alors vous avez pas envie de louper ça. Pendant ce temps, Jinwoo rentre chez lui avec à manger pour fêter leur situation financière enfin stable. Alors qu'il boit une bière, le système affiche soudainement un message, détoxification en cours. Même l'alcool n'affecte plus son corps et il en est immunisé par l'interface. Plus tard dans la nuit, Jin-ho le contacte. Il propose à Jinwoo de rejoindre son futur groupe de raid, parce qu'après l'avoir vu tuer un boss de rang C et le protéger des chasseurs, il sait qu'il est monstrueux. Sauf que le protagoniste refuse immédiatement, il ne souhaite pas se faire remarquer. Pendant ce temps aux États-Unis, Wang apprend la mort de son frère, et il comprend que quelque chose ne colle pas. Son frère était un chasseur expérimenté. Alors comment un rang E et un rang D ont-ils survécu à sa place? Dong-so devient fou de rage. Autrement dit, Jinwoo s'est mis à dos malgré lui un chasseur de rang S psychopathe. De son côté, il continue simplement de s'entraîner, et lors d'un jogging avec sa sœur, il complète accidentellement une quête secrète du système. Il reçoit en récompense une clé menant à un donjon de rang S nommé le Château du Roi Démon. Un objet légendaire est caché à l'intérieur, et c'est la recette de l'élixir de vie, un remède capable de soigner toutes les maladies, même celle de sa mère qui est hospitalisée et inconsciente. Sans hésiter, il entre immédiatement dans le donjon, mais il comprend l'écart de niveau colossal entre lui et le lieu. Le décor entier ressemble à un enfer en ruine. Puis un monstre cerbère apparaît, c'est le gardien des portes de l'enfer. Un chien gigantesque à 3 têtes affiché en rouge sang flotte au-dessus de lui. Le combat commence et cette fois, Jinwoo se fait complètement dominer. Même avec toutes ses nouvelles capacités, il n'arrive pas à blesser le monstre. Le cerbère lui arrache même un bras, mais malgré ça, Jinwoo refuse encore d'abandonner. Il utilise sa technique de soin pour se régénérer et repart au combat. Même aux portes de la mort, coincé dans la gueule du monstre, Jinwoo continue de poignarder la bête sans relâche, jusqu'à finalement en venir à bout. Et c'est à ce moment-là qu'il obtient la recette complète de l'élixir de vie. Pour la préparer, les ingrédients se trouvent plus profondément dans le château du roi démon. Pour le moment, il décide de battre en retraite, mais reviendra continuer l'exploration. Jinwoo n'a désormais plus qu'un seul objectif, sauver sa mère en rassemblant les ingrédients de la recette. Elle est atteinte de la maladie du sommeil éternel. Elle reste inconsciente à l'hôpital depuis des années, et pour récupérer les ingrédients nécessaires, Jinwoo devra retourner dans le château du roi démon. Mais avant ça, il sait qu'il doit devenir encore plus fort. Le lendemain, il accepte finalement la proposition de Jin-ho, mais à la seule condition d'accomplir les raids seul. Le plan est simple, Jinwoo tue tous les monstres et Jin-ho récupère les validations de raid. Un autre jour, alors qu'il suivait son entraînement quotidien, une notification apparaît, un raid urgent de rang D. Jinwoo hésite mais finit par accepter. Il retrouve tous les survivants du double donjon. Shiul accepte lui aussi le raid malgré son âge et son bras perdu. Jui vient finalement y prendre part, parce qu'au fond, eux aussi essayent d'avancer malgré leur traumatisme. Et juste au moment où l'équipe pense pouvoir commencer le raid tranquillement, de nouveaux chasseurs arrivent. 3 criminels de rang C, des prisonniers qui sont autorisés à participer au raid pour réduire leur peine. Et avec eux, Kang Tae-shik, un chasseur de rang B de l'association chargé de les surveiller. Dès son arrivée, l'atmosphère devient malsaine, parce que contrairement aux autres chasseurs, il dégage quelque chose de profondément inquiétant. Pour le moment, Jinwoo continue de cacher ses vraies capacités. Puis le groupe arrive à une intersection avec 3 tunnels. Tae-shik propose de se séparer pour accélérer le raid. Jinwoo utilise alors sa perception augmentée par le système et ressent immédiatement la présence du boss. Mais pendant leur progression, Kim, un des survivants du double donjon, finit par avouer quelque chose. Le fait d'avoir abandonné Jinwoo ce jour-là le détruit mentalement. Il décide finalement qu'après le raid, il s'excusera comme il se doit. Au même moment, Tae-shik révèle sa vraie nature. On découvre alors qu'avant ce raid, un homme lui a secrètement donné des milliards de won pour exécuter les prisonniers illégalement. Sauf qu'il est en réalité complètement fou. Il ne tue pas seulement pour l'argent, mais juste parce qu'il aime tuer des humains. Après s'être chargé des prisonniers, il décide aussi de se faire les autres. Jinwoo entend des cris au loin et court vers eux. Arrivé sur place, il découvre avec ses alliés un vrai carnage. Joey tente désespérément de soigner Kim pendant que Jinwoo lui hurle de survivre. Mais Kim, dans son dernier souffle, s'excuse finalement puis décède. Immédiatement après, Tae-shik attaque Joey par surprise. Jinwoo attrape sa lame à main nue pour la protéger. L'assassin qui avait des doutes comprend qu'il n'est absolument pas un rang E. Le combat commence et Shiul tente de protéger les autres malgré son bras perdu. Il bloque plusieurs attaques et utilise même sa magie de feu pour piéger Tae-shik. Mais il reste monstrueux et surtout extrêmement rapide. Il continue de sourire et profite pleinement de ce moment. Le système apparaît alors devant Jinwoo, avec exactement la même quête qu'au moment où il avait affronté Wang qui lui demande de tuer. Jinwoo active immédiatement ses compétences et son skill Intention meurtrière, une compétence tellement terrible
terrifiante qu'elle paralyse mentalement Taishik pendant un instant, et c'est suffisant pour porter le coup de grâce. Il le transperce en plein cœur. Le système récompense Jin-Woo avec la compétence invisibilité. Après le raid, Jin-Chul arrive sur les lieux, et il comprend qu'il a sous-estimé Jin-Woo depuis le début. Quand il demande qui a tué Taishik parmi les 3 survivants, le protagoniste pense que sa couverture est enfin découverte. Mais contre toute attente, Shiul ment pour le protéger. Il prétend avoir vaincu l'assassin lui-même, et l'homme accepte finalement cette version. Plus tard, Jin-Woo et Jui se reposent dans un parc, et elle décide de lui avouer quelque chose. Elle pense ne plus être faite pour être chasseuse malgré son rang B, à cause du récent traumatisme qu'elle a subi en plus du donjon. Malgré ça, elle remercie Jin-Woo, parce qu'elle l'a toujours admiré sa détermination. Le temps passe et Jin-Chul prévient Jin-Woo d'un danger imminent. Wang Dong-soo, le frère de rang S du type qu'il a tué, en a après lui. Selon la loi, il ne peut pratiquement rien faire contre un chasseur de ce niveau. Autrement dit, si Dong-soo veut tuer Jin-Woo, personne ne pourra l'arrêter. Mais au lieu d'avoir peur, il pense simplement une chose. Il doit devenir encore plus fort pour l'affronter. Puis commence alors une nouvelle phase de son évolution. Avec Jin-Ho, il va accomplir des raids pour nettoyer des donjons entièrement seul. Après des heures, il améliore ses nouvelles compétences comme sa maîtrise de la dague, le dash ou encore son coup fatal. Il atteint le niveau 40 et estime à peu près être au même niveau que les chasseurs de rang B voire A. Alors que le soleil se couche, Jin-Ho part tout seul au milieu de la forêt, parce qu'il est enfin prêt à commencer la quête qui pourrait complètement changer son existence. Mais juste avant d'entrer, il réalise qu'il a oublié de faire son entraînement quotidien. Pour autant, il entre quand même sans s'en soucier. Un gigantesque couloir plongé dans l'obscurité se dresse devant lui, et au bout de celui-ci, quelqu'un l'attend. Il reçoit immédiatement une notification terrifiante. Impossible d'utiliser les potions, le magasin, sa régénération et surtout de quitter le donjon avant de l'avoir fini. Autrement dit, il n'a pas le droit à l'erreur. Puis des bruits métalliques commencent à résonner. Un chevalier en armure apparaît alors devant Jin-Woo. Il attaque avec sa dague de Kazaka, sauf que ça n'a aucun effet. L'armure du chevalier est beaucoup trop solide. Même son coup fatal ne fonctionne pas. Mais Jin-Woo repense au serpent géant de la dernière fois et se dit qu'utiliser sa force brute peut suffire. Alors il abandonne progressivement les techniques et arrache le chevalier en deux à main nue. Mais ce n'est que le début. D'autres ennemis en tout genre arrivent immédiatement. Jin-Woo doit constamment adapter son style de combat. Le problème c'est qu'il commence à s'épuiser, même son endurance a ses limites. Après avoir survécu à plusieurs vagues d'ennemis, il découvre enfin une immense porte. Et derrière se tient un adversaire redoutable, le commandant Igris, un gigantesque chevalier rouge. Sa simple présence suffit à terrifier Jin-Woo. Le combat commence immédiatement. Igris est monstrueux. Il surpasse notre protagoniste en tout point. Chaque coup détruit des piliers autour d'eux. Jin-Woo tente d'utiliser tout ce qu'il a appris jusque-là, mais rien n'y fait. Puis Igris fait quelque chose d'encore plus humiliant. En voyant que la dague de Jin-Woo ne peut pas percer son armure, il pose volontairement ses armes pour rendre le combat équitable. Et malgré ça, Jin-Woo continue de se faire écraser. Igris le projette à travers toute la salle du trône et le frappe sans relâche. Puis finalement, il se fait jeter sur le trône derrière lui. Igris avance lentement vers lui pour l'achever, mais le garçon refuse toujours d'abandonner. Alors il bloque sa lame à main nue. Puis dans un dernier effort, il plante sa dague directement dans l'œil du chevalier. Même lui sait qu'il a gagné par miracle, parce qu'Igris était clairement supérieur à lui. Ce chevalier n'était même pas le boss final. Le véritable cauchemar commence dès maintenant. Des vagues infinies de chevaliers envahissent alors la salle. Et plus Jin-Woo survit, plus il gagne de points pour déterminer sa future classe. Mais le problème, c'est qu'il atteint ses limites. Des dizaines de chevaliers encerclent Jin-Woo de tous les côtés. Complètement épuisé et sans échappatoire, Jin-Woo réalise qu'il est en très mauvaise posture et qu'il pourrait mourir ici. Même après avoir vaincu Igris, son cauchemar est loin d'être terminé, parce qu'au moment où il pense enfin pouvoir souffler, de nouvelles vagues d'ennemis apparaissent. Et alors qu'il galère à survivre, son propre passé refait surface. Il commence à entendre des voix lui rappelant qu'il est le chasseur le plus faible de l'humanité. Alors que Jin-Woo est sur le point de mourir, un miracle de chance se produit. Sa quête quotidienne le ramène dans sa zone de punition, dans le même désert que la dernière fois rempli de 1000 pas de géants. Cette fois c'est sûr, le système fait absolument tout en son pouvoir pour le garder en vie. Alors au lieu de paniquer, il accepte ce fait et massacre tous les monstres du périmètre. Parce qu'à son niveau actuel, les 1000 pattes qui le terrorisaient autrefois ne représentent plus rien. Il gagne des niveaux, récupère totalement sa santé et achète une nouvelle arme qui va lui permettre de transpercer la défense des chevaliers. Il retourne donc dans le donjon une fois le temps écoulé. Et cette fois c'est un carnage. Grâce à sa dague, il détruit le chevalier beaucoup plus facilement. Puis il comprend quelque chose d'essentiel. Les vrais ennemis, ce sont les invocateurs. Alors Jin-Woo fonce directement vers eux et termine le boulot. Tous les chevaliers disparaissent. Même le gigantesque golem se fait pulvériser. Puis enfin, une notification apparaît. La quête est terminée. Le système révèle la classe destinée à Jin-Woo. Il est désormais nécromancien. Au début, Jin-Woo refuse car il souhaitait plutôt être assassin. Mais le système lui révèle alors quelque chose d'énorme. Nécromancien est une classe extrêmement rare et s'il la refuse, il ne l'aura plus jamais. Il réalise finalement que grâce à ce pouvoir, il peut invoquer des troupes. Alors finalement, il accepte. Mais le système n'avait pas encore fini. Parce que grâce à ses performances exceptionnelles, la classe évolue encore plus loin. Nécromancien devient monarque des ombres, le roi d'une armée immortelle. Le système lui apprend alors sa nouvelle capacité, extraire les ombres des morts. Pour ça, il a juste à prononcer Arise à côté des cadavres de ses ennemis vaincus. Il s'y colle et peu après, 30 soldats de l'ombre apparaissent devant lui. Mais Jin-Woo pense immédiatement à quelqu'un d'autre qui lui serait très utile. Igris, le chevalier rouge. Il tente l'extraction de l'ombre une fois, mais c'est un échec. Pareil à la deuxième tentative. Jin-Woo s'adresse directement à Igris et lui dit d'arrêter de protéger
protéger un trône vide et de se battre à ses côtés. Puis finalement, il ouvre les yeux et se relève en tant que soldat de l'ombre. Toute l'armée des ombres s'agenouille devant Jinwoo. De retour chez lui, il se repose, quand Jin-A vient lui rappeler un détail important. La réunion parents-professeurs est pour aujourd'hui. Mais quand il arrive au lycée, Jin-A est choqué à la vue de son propre frère. Il a encore une fois changé d'apparence, que ce soit les vêtements, sa coupe ou même sa carrure. Le vieux Jinwoo faible et banal a complètement disparu. Et évidemment, les autres élèves le remarquent immédiatement. Pendant ce temps, Wang Dong-soo arrive en Corée, et dès sa sortie d'aéroport, la tension est énorme. Jin-chul vient personnellement l'accueillir, mais l'homme ne cache même pas ses intentions. Il veut à tout prix retrouver Jinwoo et Jin-ho puis les tuer dans un donjon. De son côté, le protagoniste croise Song-gi, une amie à Jin-a qui s'est lancée dans la vie de chasseur pour l'argent. Mais il souhaite absolument lui montrer que ce monde n'a rien de glorieux et qu'il est très cruel. Le truc, c'est qu'elle change pas d'avis, alors pour la convaincre, il l'emmène dans un raid. Sur place, il rencontre Kim Chul, un tank de rang A arrogant qui méprise immédiatement la présence des deux rangs E dans son équipe. Avec une équipe remplie de rangs B et C, Jinwoo commence à penser que ce raid sera probablement trop simple pour effrayer Song-gi. Mais soudain, tout bascule. Le portail commence à changer de couleur pour virer au rouge. Il comprend immédiatement le danger et tente de sortir avec la fille. Mais c'est trop tard, le portail se referme sur eux, et instantanément tout l'environnement change. La grotte disparaît et laisse place à un immense monde enneigé. Tout contact avec l'extérieur est coupé. Leur seul moyen de sortir, c'est de vaincre le boss d'ici. Puis avant même que le groupe puisse s'organiser, une flèche traverse soudainement la forêt. Un chasseur de rang C se fait tuer instantanément. Les responsables apparaissent alors dans les arbres. Ce sont les elfes de glace, des créatures intelligentes et très dangereuses. Ils ciblent directement les membres les plus faibles du groupe. Song-yi commence alors réellement à comprendre la gravité de la situation. Kim Chul prend ensuite le commandement, et vu que le boss d'un portail rouge est généralement rang B voire plus, il décide de diviser l'équipe. Les forts avec lui et les faibles laissés derrière. Tous les rangs A et B le rejoignent alors. Jinwoo garde totalement son calme. Il équipe même tout le monde avec des manteaux chauds sortis directement de son inventaire. Ça choque tout le groupe qui pense assister à de la magie de stockage extrêmement rare. Soudain, ils se font attaquer par un ours des glaces. Et cette fois, Jinwoo décide de se battre sérieusement et massacre la bête à main nue. Plus tard, pendant que le groupe se repose, le protagoniste part seul à la chasse. Il trouve alors la tanière des ours glacés et invoque son armée des ombres. Les soldats affrontent les monstres pendant que Jinwoo observe leurs capacités. Mais soudain, le chef de la meute apparaît, un énorme ours de glace bien plus puissant que les autres. Et en quelques secondes, il détruit les soldats de l'ombre. Alors Jinwoo invoque Ygritte. Le chevalier rouge surgit immédiatement et s'occupe sans problème du monstre. Pendant ce temps, le groupe de Kim se fait complètement décimer. Les elfes de glace le traquent sans relâche et le chef décide carrément d'abandonner tout le monde comme un lâche. De son côté, Jinwoo se tient au milieu des cadavres des ours de glace. Il prononce Arise et leurs ombres se relèvent. Son armée continue de grandir. À l'extérieur du portail, seulement 3 heures se sont écoulées, mais Wang Dong-soo devient de plus en plus impatient. Il veut absolument retrouver Jinwoo. Malgré la rassurance de Jin-chul que ce type est bel et bien évalué en rang E, il reste sceptique et persuadé qu'il cache quelque chose. À l'intérieur, le groupe profite d'un rare moment de calme autour d'un feu de camp. Même Song-gi commence enfin à se détendre un peu. Mais soudain, Kim surgit, et en voyant les hunters faibles encore vivants, il pète complètement un câble. Fou de rage, il menace alors le groupe avec son arme. Mais avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, le protagoniste apparaît derrière lui et l'assomme instantanément. Il a ressenti dans les alentours la présence des elfes de glace qui les observent depuis le début. Puis leur chef nommé Barca apparaît finalement. Quelque chose d'étrange se produit. Ce boss est capable de parler. Les membres du groupe sont confus, mais contre toute attente, Jinwoo comprend parfaitement sa langue. Après avoir éliminé un elfe de glace d'un seul coup, Jinwoo apprend quelque chose de terrifiant. Tous les monstres du monde des portails ressentent instinctivement l'envie de tuer des humains, sauf lui. Cette révélation questionne profondément la nature du système. Fini de discuter, il invoque son armée des ombres et démarre le combat. La bataille finale commence alors dans la forêt enneigée. Mais très rapidement, Jinwoo comprend que Barca est beaucoup plus puissant que les ennemis précédents. Même ses soldats ont du mal à suivre. Le combat devient alors extrêmement violent. Puis soudain, Kim reprend conscience. Et au lieu de comprendre la situation, il décide d'attaquer le protagoniste. Avant même qu'il puisse bouger, Ygritte le tue instantanément. Jinwoo ne perd pas de temps et extrait son ombre. Une immense silhouette noire se lève alors. Il s'appellera Iron et contrairement aux autres, il est brutal et stupide. Sauf que sa force est monstrueuse. Et il rejoint immédiatement le combat contre Barca. Les trois attaquent alors ensemble et se complètent parfaitement. Barca commence enfin à perdre du terrain. Puis Jinwoo crée une ouverture avec sa dague. Iron attrape Barca et écrase finalement son corps avec son énorme marteau. La bataille prend fin. Les chasseurs survivants peuvent finalement échapper à la dimension. Puis à l'extérieur, le portail redevient bleu. Baek comprend immédiatement ce que cela signifie. Kim Chul, un de ses hommes, est mort. Et malgré sa colère, il réalise que sans Jinwoo, personne ne serait revenu vivant. Puis dès qu'il s'éloigne, Baek ordonne immédiatement au manager de recruter Jinwoo coûte que coûte. Sur le chemin du retour, il repense alors au portail rouge. Mais malgré toute sa progression, une chose continue de le déranger. Il a encore dû tuer un humain. Plus tard, Jinwoo et Jin-ho célèbrent enfin la fin des raids nécessaires à la création de leur guilde. Le garçon a encore des choses à accomplir de son côté, mais il est confiant. Puis complètement ivre, il avoue quelque chose. Il n'a jamais été proche de son grand frère, et il aimerait que Jinwoo en soit un pour lui. Le protagoniste sourit sincèrement à ses paroles, puis il lui répond qu'à partir d'aujourd'hui, il le considère officiellement comme son petit frère. Pendant ce temps ailleurs, un homme mystérieux a été retrouvé dans un donjon et est enfermé dans une cellule. Les autorités américaines tentent encore de comprendre son histoire, parce qu'il affirme être resté piégé dans un donjon pendant 10 ans. Personne ne sait réellement s'il est humain vu qu'il parle mal anglais. Les Américains font alors venir Wang Dong-soo comme traducteur, et là, le nom de cet homme est enfin révélé.
révélé, Sung Il-wan. De son côté, Jinwoo prépare une nouvelle expédition dans le château du roi démon. Il veut toujours obtenir les ingrédients nécessaires à l'élixir de vie pour sauver sa mère. Mais dès son entrée, le système lui donne une nouvelle mission monstrueuse, tuer 10 000 monstres. Et malgré l'absurdité de l'objectif, Jinwoo accepte immédiatement, parce qu'il refuse d'abandonner sa mère. Et plus il monte, plus les monstres deviennent terrifiants. Sauf que lui aussi devient plus fort. Il gagne constamment des niveaux, ce qui améliore ses statistiques et renforce son armée des ombres. Il invoque même le boss ours des glaces de la dernière fois qu'il surnomme Tank, une énorme bête utilisée pour traverser les étages beaucoup plus rapidement. Puis il arrive enfin au 50e étage. Jinwoo affronte Vulcan Lavar, un gigantesque démon extrêmement rapide et intelligent. Le combat devient brutal et il se fait repousser plusieurs fois, mais grâce à sa panoplie de techniques et son expérience accumulée au combat, c'est plus aussi dur qu'avant pour lui. Il finit par vaincre le boss. En Amérique, Dong-Soo continue d'interroger Sung Il-wan, et l'homme révèle que les donjons et les monstres ne sont que le début d'une catastrophe bien plus grande. Wang découvre alors que ce type est le père de Jinwoo en rapprochant leur nom, et immédiatement il menace de tuer sa famille. Sauf qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Il explose complètement et détruit le rang S en une fraction de seconde. Le bâtiment entier est détruit et Il-wan en profite pour s'enfuir. Jinwoo continue de grimper dans le château du roi démon, mais finalement il atteint ses limites. Au 75e étage, il commence à manquer de temps et d'énergie. Malgré tout, son expédition reste un énorme succès, parce qu'il a obtenu énormément de niveaux, une nouvelle clé de donjon secret, et surtout 2 des 3 ingrédients nécessaires à l'élixir de vie. Il reviendra très bientôt et cette fois ça sera pour finir le donjon. Le lendemain, il réalise que s'il veut réellement s'améliorer, il doit participer à des raids de haut niveau, et pour ça il doit faire réévaluer son rang de chasseur. Jinwoo se rend donc à l'association. Dans la salle de réévaluation, les employés commencent son analyse. Jinwoo se rend donc à l'association. Dans la salle de réévaluation, les employés commencent son analyse, mais presque immédiatement, la machine cesse de fonctionner. Les employés paniquent parce que son énergie dépasse littéralement les limites de l'appareil. Puis l'un des techniciens déclare que Sung Jinwoo est officiellement un chasseur de rang S. Il devient le 10e de ce niveau dans le pays. En sortant du bâtiment, il se fait immédiatement approcher par plusieurs personnes qui souhaitent le recruter, mais il décline toutes les offres car il n'a aucun intérêt à rejoindre une guilde pour le moment. Il retourne voir sa mère à l'hôpital plus tard, mais à sa sortie, Jinchul l'attend avec un dénommé Gun-hee, le président de l'association des chasseurs. Puis il fait une proposition énorme au protagoniste, rejoindre directement l'association parce que selon lui, si Jinwoo rejoint l'une des 5 grandes guildes, l'équilibre du pays entier risque de s'effondrer. Mais encore une fois, il refuse parce qu'il ne veut pas de hiérarchie ni restriction. Plus tard, il commence à s'intéresser aux artefacts, parce qu'avant de retourner dans le château du roi démon, il veut un équipement parfait. En cherchant du travail, il trouve alors une annonce particulière, un raid de rang A. Mais au lieu d'intégrer l'équipe d'attaque, il choisit volontairement un poste de mineur. L'équipe principale menée par Jong-in et Chae-in nettoie le donjon de rang A facilement. Une fois le chemin sécurisé, les mineurs peuvent rentrer. Mais dès son arrivée dans le donjon, il détecte instantanément la présence du boss de rang A. Et surtout, son instinct lui donne envie de le combattre. Pendant que les autres mineurs travaillent, Jinwoo s'éclipse discrètement, puis il se dirige seul vers la salle du boss. Et plus il avance, plus la pression magique devient monstrueuse. Il sait parfaitement qu'il ne devrait pas ouvrir cette porte. Mais malgré ça, il souhaite tester sa puissance contre un boss de rang A. Puis soudainement, une voix l'arrête. Chae-in apparaît derrière lui et lui demande ce qu'il fait. À cause de sa sensibilité extrême au mana, la plupart des chasseurs dégagent pour elle une odeur insupportable. C'est pour ça qu'elle couvre constamment son nez. Mais elle ne trouve pas l'odeur du garçon dérangeante, ce qui lui met immédiatement la puce à l'oreille. Après avoir baratiné une excuse, il parvient à s'en aller. Le lendemain, il accepte une nouvelle mission et est en charge de porter de l'équipement. L'équipe entre alors dans le donjon. Au début, ils affrontent plusieurs monstres chacals que l'équipe élimine directement. Puis soudain, la situation change complètement. Des orques supérieurs apparaissent. Et cette fois, ce ne sont plus des monstres ordinaires. Ces créatures sont intelligentes et organisées. L'équipe de rang A commence alors à subir une sacrée pression. Pendant le combat, Jinwoo utilise discrètement sa compétence de furtivité. Sans révéler sa véritable puissance, il aide secrètement les membres de l'équipe à survivre en affaiblissant les ennemis. Une des membres remarque que quelque chose de louche se produit, mais elle décide de garder le silence. L'équipe finit par battre en retraite, mais une barrière magique bloque complètement la sortie. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont encerclés par les orques. Puis leur chef se présente ensuite sous le nom de Kargalgan, un gigantesque orque dont la puissance écrase de loin toute l'équipe. Le boss fixe alors le chef de l'escouade et lui donne un choix simple, venir l'affronter ou mourir ici. Il accepte malgré sa peur. À ce moment-là, il ordonne à Jinwoo de fuir pour sauver sa vie. Le chef des orques prend finalement la parole et annonce qu'il va les tuer puis les dévorer. Le capitaine tente alors une attaque désespérée. Il charge seul vers Kargalgan, mais il l'écrase instantanément avec sa magie. Une énorme pression gravitationnelle frappe Kyun de plein fouet, et il se retrouve gravement blessé. Jinwoo en a assez et décide d'intervenir. Il sauve le capitaine et lui ordonne immédiatement de fuir avec les autres, parce qu'à partir de maintenant, il va combattre seul. Face à toute l'armée ennemie, le protagoniste déploie la sienne. Jinwoo invoque son armée des ombres devant tout le monde. Les deux camps entrent en collision et l'affrontement fait rage. Mais Kargalgan reste monstrueux. Sa magie détruit des dizaines d'ombres d'un seul coup. Et lorsqu'il attaque Jinwoo, il l'envoie valser avec une puissance écrasante. Il utilise alors ses potions, récupère du mana et invoque les corps des orques déjà morts. Même le boss est surpris et comprend que Jinwoo est bien supérieur à lui. La bataille finale entre les deux monstres atteint son apogée. Le protagoniste invoque ses propres mages d'ombre pour le contrer. Ils détruisent complètement le bouclier magique qui protégeait l'orque. À ce moment-là, Chae-in et Jinchul arrivent sur le champ de bataille et découvrent la scène choquée. Jinwoo domine littéralement un boss quasi de rang S. Et finalement, Jinwoo vient à bout du boss. Il utilise immédiatement l'extraction
l'extraction des ombres pour récupérer la sienne. Après décision de l'association, tout ce qui s'est passé dans le donjon doit rester confidentiel. Kihun remercie ensuite Jinwoo pour l'avoir sauvé lui et toute son équipe. Après ces événements, le protagoniste rejoint une salle spéciale d'évaluation avec Gun-hee, un haut responsable. L'homme explique que même si Jinwoo a déjà été reconnu comme chasseur de rang S, l'association doit vérifier ses capacités. Il demande alors au garçon d'utiliser toute la puissance de ses invocations. Alors il s'exécute, mais la pression envahit tout le bâtiment. Il n'y a pas besoin d'hésiter plus longtemps. Il reçoit officiellement sa nouvelle licence. Et son titre de rang S est approuvé. Mais ça ne change rien à son objectif de terminer le château du roi démon. Plus tard, il se rend dans une vente aux enchères d'artefacts. Il cherche un équipement capable de résister à la chaleur pour survivre dans la dimension. Le vendeur lui montre alors plusieurs objets, notamment une bague et une cape spéciale. Mais les prix sont absurdes, même Jinwoo trouve ça trop cher. Chez lui, le protagoniste annonce à sa sœur qu'il va partir pendant une semaine. Mais par précaution, il invoque plusieurs de ses soldats et leur ordonne de protéger Jin-Ah pendant son absence. Puis il retourne enfin dans le château du roi démon. Avant d'avancer, il équipe ses nouveaux accessoires puis continue son ascension. Au 80e étage, il utilise son armée pour accélérer l'exploration. Il la divise donc en 4 groupes. Peu de temps après, il ressent qu'une des escouades est en difficulté. Jinwoo se déplace immédiatement jusqu'à eux et découvre ses soldats en train d'affronter les chevaliers démons. Après les avoir éliminés, l'un d'entre eux supplie pour sa vie. Sous son masque se révèle une sorte d'elfe nommée Ezil. Jinwoo va se servir d'elle comme laissez-passer pour les prochains étages. Alors après avoir longtemps grimpé dans les niveaux, il se retrouve face à un boss, le démon monarque Baran affiché en rouge. Dès le début du combat, il invoque une tonne de monstres qui les encerclent. Jinwoo déploie sa propre armée et fait face aux vagues ennemies. Grâce à l'aide de ses ombres les plus puissantes, il tue la monture de Baran et le ramène au sol. Le combat est vraiment pas facile pour le protagoniste, qui a manqué de se faire tuer par le monarque. Étant à court de mana, il décide d'engager le combat au corps à corps avec ce monstre de puissance. C'est extrêmement serré et les coups se rendent des deux côtés. Et alors qu'il se fait retirer sa vague des mains, il mise tout sur sa force brute et rassemble ses dernières forces pour porter le coup de grâce. Après avoir officiellement rasé le château du roi démon, Jinwoo peut créer de l'élixir de vie. Il le range dans son inventaire et procède à l'extraction des ombres de ses adversaires morts. Il parvient à prendre celle du dragon et repart dans le monde réel. Face à sa mère, il sort sa fiole d'élixir et il prie de toutes ses forces pour qu'un miracle se produise. Car après tout, le système a réussi à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui, alors pourquoi pas réveiller sa mère? Il lui fait ingérer et les marques sur son corps disparaissent toutes. Et alors qu'il continue d'espérer, elle est finalement devant lui consciente. Elle a dormi depuis plus de 4 ans et elle le remercie enfin de s'être chargée de tout et découvre son fils changé. Jinwoo ne peut pas retenir ses larmes et pleure à la vue de sa mère réveillée. Le lendemain, elle sort de l'hôpital et rentre à la maison chez elle. Alors qu'ils faisaient tous ensemble le ménage, il se fait appeler par l'association. Gun-hee lui révèle qu'un raid immense va avoir lieu sur l'île de Jeju, là où apparemment une infestation de fourmis mutantes a eu lieu. Jinwoo se dit que ça serait dommage de refuser, étant donné le potentiel nombre de niveaux qu'il va pouvoir récolter là-bas. Alors suite à ça, il se rend au gymnase des rangs S pour assister à un match amical entre guildes pour l'entraînement. C'est plutôt serré des deux côtés et la chasseuse Shae-in s'en sort très bien, mais son adversaire pète un câble et ne retient plus ses coups. À la vue de ce type, Jinwoo le stoppe dans le plus grand des calmes et se fait remarquer par le dirigeant du groupe japonais. Il le provoque alors en duel. Dès le début, Goto, son adversaire, envoie tout ce qu'il peut, mais Jinwoo esquive sans problème toutes ses attaques. Et même chose que précédemment, le japonais s'emballe et le protagoniste suit en retour. Sauf qu'avant de se déchaîner, ils se font stopper par les autres spectateurs. Quelques jours plus tard, c'est le début de l'opération de l'île de Jeju. 15 rangs S sont conviés au raid et avec eux, énormément de troupes. Les fourmis à elles ne perdent pas de temps avant de repérer les vaisseaux en approche. Jongin, un magicien qui maîtrise les flammes, les détruit sans difficulté. Les chasseurs pénètrent tous sur l'île et commencent à chercher le Nil là où se trouve la reine. Et après une longue recherche dans les tunnels, ils parviennent à la trouver. Elle est suivie par son armée et un combat éclate. L'équipe utilise le tank en avant et les autres attaquent de derrière. Tout le monde se donne à 200% de leur capacité et l'affrontement est retransmis en direct de la Corée. La reine galère, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Elle continue d'attaquer sans relâche. Et finalement, c'est Shae-in qui portera le coup de grâce avec son épée. Sauf qu'avant de mourir, elle a poussé un cri énorme qui a appelé toutes les fourmis encore vivantes sur l'île. Soudain, l'aura la plus menaçante jamais ressentie jusque-là parvient à nos chasseurs. Une fourmi noire qui marche sur ses deux pattes apparaît et ignore complètement les rangs S. Elle se dirige vers le cadavre de sa mère et commence à le manger. Et sans prévenir, un carnage débute. Shae-in se fait envoyer dans un mur. Baek se fait trancher et de même pour le reste de l'escouade. Il l'attrape alors par le cou et discute avec lui. La fourmi demande où se trouve le roi des humains. D'un coup, elle ressent une présence dehors et comprend qu'il est ici. Sans dire un mot, elle vole vers cette aura. Et en vérité, il s'agit de Goto qui était dehors en train de faire son rapport. Il ressent face à l'insecte la même aura que celle de Jinwoo. Et parlant de lui, il fait enfin son entrée en scène. Alors que le groupe de rang S coréen se fait attaquer par une horde de fourmis, il échange de place avec son ombre pour se téléporter sur l'île et arrive en renfort. Grâce à ses soldats, il écrase l'attaque des créatures. Il parvient en attendant à soigner toutes les squads sauf Shae-in qui est dans un état trop grave. Soudain, tous les insectes s'écartent et laissent place à la fourmi supérieure. Jinwoo s'avance et s'apprête à la confronter. Les deux se jaugent et elle réalise que l'humain en face de lui est peut-être le roi de tous. Tout le pays va assister à cet affrontement de titans qui va déterminer le sort de la nation. Les deux se lancent alors avec un corps à corps de brute. Le plus choquant, c'est que Jinwoo, qui est vu comme un magicien par tout le monde, est capable de tenir ce monstre en physique. Il parvient à l'envoyer valser avec un coup de poing, mais il se mange une attaque empoisonnée en retour. Sauf qu'au cas où vous l'auriez oublié, ça n'a aucun effet sur lui.
Jinwoo sort alors sa dague et décide d'en finir au plus vite pour sortir Chae-in de là. La vitesse des deux n'a absolument aucun sens et le combat atteint un niveau record encore jamais observé dans ce monde. Et alors qu'il était sur le point de se faire toucher, Jinwoo active sa compétence de mutilation et découpe les membres de son adversaire. Elle agonise au sol. Alors dans le désespoir, elle force toutes les fourmis à attaquer. Mais bon, face au soldat de Jinwoo, c'est peine perdue. La créature tente de fuir mais elle est bloquée au sol par le protagoniste qui en vient finalement à bout. Après ça, les fourmis s'enfuient toutes. Mais pas le temps de célébrer cette victoire. Chae-in est toujours au sol aux portes de la mort. Jinwoo ne peut pas utiliser sa téléportation et doit trouver rapidement une solution. Il réalise alors qu'il peut utiliser l'ombre du soigneur décédé de l'équipe pour donner des soins à la femme. Il l'éveille alors et parvient à soigner la chasseuse. Baek remercie sincèrement Jinwoo, mais il lui demande de laisser cette ombre du corps de son ami partir, car il n'aimait profondément pas se battre. Le protagoniste comprend cette requête et la laisse alors s'évaporer. Suite à ça, les survivants évacuent tous l'île. La charge revient alors à Jinwoo de se charger de tuer les fourmis restantes. Et après des heures de bataille acharnée, il gagne de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 100. Il éveille ensuite l'ombre de son adversaire précédent. Mais contrairement aux autres, celle-là est dotée de communication. Et elle a selon le système le grade général. Et dès l'instant où il reçoit ce nom, il part en mission avec le protagoniste. Ensemble, ils viennent à bout des fourmis qui se sont échappées de l'île et sauvent tout le monde. Les jours suivants, un mémorial est tenu en mémoire des morts au combat. Le président de l'association Gun-Hee remercie sincèrement Jinwoo pour ses efforts. Et notre héros lui annonce qu'il a décidé de créer sa propre guilde. En rentrant chez lui, le trafic sur la route est étrangement bloqué. La cause étant l'apparition d'un portail en plein milieu. Il décide alors d'y rentrer seul et se retrouve coincé à l'intérieur alors que la difficulté tourne au rouge. Ouais bon, à ce point-là, on est habitué. Après avoir nettoyé ce donjon, il s'apprête à sortir et se demande quelle sera sa prochaine aventure. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine.